disons, technique aussi. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on meut de telles armes si on veut les utiliser? Alors le premier point symbolique, ça avait été annoncé il y a assez longtemps, la possibilité de déployer des armes nucléaires tactiques russes sur le territoire biélorusse. Techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous me permettez, puisqu'on parlait tout à l'heure de la carte des Européens avec les Américains, c'est exactement la même chose. Les armes américaines en Europe ne sont pas européennes, elles sont américaines et pilotées par les Américains. Eh bien, les armes biélorusses, tactiques russes qui sont déployées en Biélorussie, c'est entre la main des Russes, totalement. Donc, il explique d'ailleurs que techniquement, il y a des dépôts qui sont en train d'être construits, ce sont les Russes qui le font. Donc, ça montre bien, à l'évidence, que la Biélorussie ne compte pas pour grand-chose là-dedans. Est-ce qu'il y a une marge d'imprévisible? Il faut avoir l'humilité de dire que, heureusement, tout ça, ça n'a jamais été testé pour de vrai. Donc en réalité, toutes ces doctrines, on connaît la doctrine russe, personne ne sait très bien ce qui pourrait se passer, même les doctrines occidentales. En réalité, depuis Hiroshima, il n'y a pas eu de fait comparable. Mais oui, depuis 1945, l'arme nucléaire n'a jamais été utilisée. Et je pense, pardonnez-moi de revenir toujours à la Chine, mais la position de la Chine est extrêmement importante là-dessus. Parce que la Chine dit à Poutine, pas d'armement nucléaire. Parce que si quelqu'un utilisait une arme nucléaire, même tactique, ça serait la fin de la dissuasion. Et la dissuasion, je le rappelle, c'est ce qui permet à la Russie aujourd'hui d'attaquer l'Ukraine en étant protégée sur son territoire. Puisqu'elle dit, si jamais on m'attaque, moi, à ce moment-là, c'est l'armement nucléaire. Poutine le dit. Il dit, je n'utiliserai pas l'armement nucléaire en première intention, uniquement si on m'attaque avec une arme nucléaire, ou si l'intérêt vital de la Russie est engagé. Le président Biden lui-même disait il y a guère de précédents de confrontation qui montent si haut entre puissances nucléaires. Il citait 62, la crise de Cuba. 62, oui, Cuba, voilà. Exactement. Ça fait 60 ans, plus de 60 ans. 60 ans. Est-ce que ça donne la mesure du risque que nous sommes en train de courir? C'est-à-dire, ça fait 60 ans qu'on n'était pas allé si haut dans le risque nucléaire dans le monde. Et oui, parce qu'on se retrouve dans une confrontation un peu similaire, puisqu'on a les États-Unis, puissance nucléaire, la Russie, puissance nucléaire, avec une zone, une interface, si je dire, et c'est malheureux pour les Ukrainiens, qui est le combat en vase clos qui se passe en Ukraine. Mais à tout moment, on se dit, il pourrait y avoir un dérapage, quelque chose qui se passe mal. Mais le président Poutine joue là-dessus. Parce que dès qu'on parle de nucléaire, parlez-en dans la population française. Tout le monde, d'un seul coup, c'est la panique, l'arme nucléaire, même quand on vous parle d'obus flèches à uranium appauvri, ce qui n'a strictement rien à voir. On mélange, alors que c'est simplement du métal plus dur. Oui. Bien sûr, comme quand on a parlé de la centrale de Zaporijjia, c'est du nucléaire civil, ça n'a strictement rien à voir. Mais tout de suite, le nucléaire a un effet de panique chez les gens, et le président Poutine joue sur cet argument-là. On voit cependant que dans le passé, le risque de dérapage existait. Un Gorbatchev raconte qu'un jour, un vol d'oies sauvages a été confondu pendant quelques secondes avec des missiles qui se seraient dirigés. Et entre les deux puissances, on était... Alors, personne ne sait le degré de risque exact, mais il y a eu des moments comme ça où on n'était pas loin du pire. Oui, et ça peut effectivement arriver. Il y a un très beau film qui s'appelle Le Chant du loup, qui explique très bien la dissuasion nucléaire française, d'ailleurs, comment elle fonctionne, et comment, effectivement, la détection d'un missile extrêmement précise, et c'est un missile nucléaire, et on s'aperçoit au dernier moment qu'en fait il n'est pas nucléaire, qu'il ne porte pas une charge nucléaire. Or, comme on le sait, un certain nombre de ces missiles russes peuvent porter des charges classiques ou des charges nucléaires. Et à quel moment savoir s'ils transportent une charge classique ou une charge nucléaire, c'est un peu compliqué. Comment expliquer que le risque existe quand même dans les esprits? Parce que en théorie, c'est impossible. On sait, en principe, c'est l'équilibre de la terreur. En théorie, il ne peut pas y avoir de guerre nucléaire parce que c'est la fin du monde, disait-on, pour se rassurer. Or, on voit aujourd'hui que même des gens très renseignés, moi ça m'est arrivé de croiser des diplomates très chevronnés, des militaires très chevronnés qui vous disent c'est pas impossible. Non, mais alors, j'acquiesce et je dis aussi, c'est pas impossible. Parce que ces armements existent et il ne faut pas s'imaginer que jamais au grand jamais. Il ne faut jamais dire cela. Ceci étant, je pense qu'il y a suffisamment de mesures pour que ça ne se passe pas. Aujourd'hui, les Américains affirment à chaque fois que leur système de renseignement disent qu'il n'y a pas de changement dans la posture. Ça, c'est la première chose. La difficulté, c'est de percevoir à quel moment le dirigeant, qui peut avoir la décision de l'employé, considère qu'il est arrivé au bout du chemin.
À quel moment, pour parler clairement du président Poutine, il va dire « j'ai perdu, et tant qu'à faire, suicidons-nous ». Comme disait le général de Gaulle à l'ambassadeur de Russie, qui lui disait « vous savez, j'ai l'arme nucléaire, nous mourrons ensemble ouais. ». Bon, ça demande un certain aplomb, mais c'est effectivement une incertitude qu'on peut toujours avoir. L'entre-deux, est-ce que vraiment l'entre-deux n'existe pas? On s'est beaucoup trompé ces derniers mois, ces dernières années, il faut le rappeler quand même, y compris l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on disait c'est pas possible qu'une puissance nucléaire mène ce genre de politique sur le terrain de l'Europe. On s'est trompé. Est-ce que de la même manière on peut se tromper? Est-ce que l'usage relatif de l'arme nucléaire est possible, relatif dans une partie du monde, sans que ça entraîne nécessairement la guerre totale? Moi je ne le crois pas. Je reprends, tactique, stratégique, c'est nucléaire. D'abord, ça ne changera pas grand-chose sur le terrain, il faut être clair. Donc ça peut être, ce que je disais à propos du Pluton, l'ultime avertissement. J'appuie sur le bouton, un tactique, attention à la phase suivante, c'est le stratégique. Je pense que ça peut être ça. Maintenant, aujourd'hui, le dialogue nucléaire, dont on parle fréquemment, le dialogue nucléaire existe toujours. Souvenez-vous, dès qu'il y a eu des montées en tension, les chefs d'état-major se sont parlé entre eux. Les ministres se sont parlé entre eux. Et d'un seul coup, on disait, tiens, ils se parlent finalement. Donc il y a toujours les canaux de communication. Quel est le risque de surenchère du côté, cette fois, de réponse des Occidentaux? Il faut rappeler que le débat existe en Pologne. Hier, le président de la Pologne était l'invité de LCI dans cette même émission. Le débat existe en Pologne. Est-ce que sur le territoire de la Pologne, il faudrait déployer des armes nucléaires américaines? De la même façon, on rappelle la carte avant, qu'il en existe en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. Qu'elles soient déployées en Pologne ou en Allemagne, quel est le changement? Il n'y a pas de changement. Pour les Russes, oui. Ça, c'est sûr que pour les Russes, oui, le fait que ce soit sur la terre de Pologne, à leur porte, ça pour eux, c'est vraiment le chiffre rouge. Non, mais d'accord. Mais ils vont l'utiliser comme un argument. Ils savent très bien que ça ne changera pas grand-chose. Que l'armement soit en Pologne, en Allemagne ou en France, c'est de l'armement nucléaire qui peut être utilisé. Et pourtant, mon général, vous savez bien, c'est pas ressenti comme ça. Pour les Italiens, par exemple, le fait d'avoir sur leur sol des bombes nucléaires américaines, c'est ressenti. Alors, pour les Italiens un peu anti-américains, comme une vassalisation, ils disent on est les larbins des Américains. Et pour les autres, un sentiment de sécurité. Parfois, ça peut se mélanger. Non, je pense que les Italiens ont raison. Parce que ça veut dire que les Américains disposent d'armes nucléaires sur des territoires, mais ce sont eux qui ont la clé. Je vais même aller plus loin que ça. Les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins britanniques. Eh bien, il y a un officier américain. Donc l'indépendance nucléaire britannique n'existe pas. Et les Australiens, qui eux n'auront pas de sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, mais qui travaillent avec les Américains, auront des Américains dedans. Donc c'est vrai, il y a une certaine vassalisation. Est-ce que ça crée même des dépendances psychologiques? Les diplomates, par exemple, italiens vous racontent des choses incroyables. Ils vous disent à quel point, quand ils vont au département d'État, les Américains osent dire ce qu'ils n'osent jamais dire à des Français. Tel diplomate, on aime bien travailler avec lui. Tel autre, moins. Ça veut dire, voilà, c'est nous quand même qui assurons votre sécurité. Donc, en échange, il faut un peu de soumission. Oui, là, le fait que la France ait cette indépendance nucléaire, merci De Gaulle, ça change tout. Oui, non, mais ça change tout. La France a vraiment une position à part. Et c'est ce qu'un certain nombre de nos amis et alliés européens ne comprennent pas. C'est que, je vous rappelle, j'étais en 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je me souviens de l'ambassadeur à l'époque, Jean-David Lévite, qui me disait, vous savez, mon général, enfin j'étais colonel à l'époque, mon colonel, les Singapouriens se battront jusqu'au dernier Français. La position de la France était singulière. La France, au Conseil de sécurité, avait à côté d'elle l'Allemagne, qui ne mouvetait pas, qui n'ouvrait pas la bouche. Et seuls les Français tenaient la corde, si j'ose dire, et étaient capables de dire non. Et nous disions à nos amis américains, on vous dit la vérité, parce que nous sommes des amis. Allié ne veut pas dire aligné. Ça veut dire qu'on doit être capable de dialoguer avec l'allié. Les Russes rencontrent des difficultés considérables à Bakhmout dans quelques instants avec nos autres invités et avec le principal conseiller de Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, qui sera notre invité sur LCI en direct. On mesure les difficultés de la Russie, les morts russes. Regardez ces images d'un cimetière, c'est très loin, à Vladivostok, parce que beaucoup de combattants russes viennent de là. Et c'est un de ces cimetières très nombreux qui sont en train de soit d'être créés, soit de se développer en Russie. Le nombre de morts fait que la Russie vit des heures très difficiles. Oui, tout à fait. Et à Bakhmout, je pense que la stratégie ukrainienne, mais peut-être votre interlocuteur le dira tout à l'heure, c'était l'attrition. Saigner l'armée russe
créer un abcès de fixation de façon à ce que l'armée russe se concentre et perde beaucoup de force. Et je crois que depuis plusieurs mois, cette stratégie ukrainienne porte ses fruits. Et aujourd'hui, même M. Prigojine dit qu'il a des difficultés, qu'il n'y arrivera pas. Et on parle de plus en plus d'une offensive ukrainienne que je ne vois pas dans les semaines qui viennent, mais plutôt au début de l'été, comme toutes les offensives en Russie ont toujours eu au début de l'été. Quand la Rasputitsa est terminée, à ce moment-là, peut-être les Ukrainiens, avec l'équipement, avec l'entraînement, avec la stratégie mise en place, pourront monter une offensive. Mais pour l'instant, le président Zelensky, qui était il y a 2 jours ou 3 jours à Bakhmout, il y était pour leur dire, les gars, il faut tenir, vous remplissez un rôle important. Est-ce que ça peut accélérer une forme de délitement dangereux de la Russie? On revient toujours à cette idée de l'ours blessé. Est-ce que ce régime peut connaître une fuite en avant? C'est la difficulté, c'est qu'on ne se bat pas contre un pays, on se bat contre un régime. Et le régime de Poutine peut être dans une situation extrêmement difficile. Et l'implosion de la Russie est vraiment un problème grave. Les Américains n'en veulent surtout pas. Ils veulent que la Russie reste unie. Et pour cela, il faudra qu'à un moment, le président Poutine, qui a refusé de voir les choses pour l'instant, puisse se dire jusqu'où je peux aller et comment est-ce que je peux négocier, sachant que la contre-attaque ne sera pas la reconquête de la partie occupée par la Russie. On voit là la différence de scénario. Tout à l'heure, Mikhaïlo Podolyak, notre invité, il fait partie de ceux qui pensent, ils le disaient sur notre antenne, la Russie éclatera. Ça va être un chaos considérable. Mais il ne faut pas imaginer que la Fédération de Russie, ceux qui pensent que la Fédération de Russie restera telle qu'elle est, sont les mêmes qui se trompaient en 91 en pensant que l'Union soviétique allait en gros rester pareil. Ça fait très peur à une partie des Européens de l'Ouest, mais aux Polonais, aux Baltes, à un certain nombre de gens au Nord, aux Anglais, ça fait moins peur. Qui a raison? Écoutez, qui a raison? Moi, je crois que le chaos serait une catastrophe. Le chaos dans cette partie de l'Europe serait une catastrophe. Maintenant que, en particulier, tous les pays de l'Est européen, qui, pardonnez-moi, ils ont une vengeance un petit peu contre la Russie. L'ours russe qui les a occupés pendant des années soit détruit, pour eux, ça serait absolument merveilleux. On n'a pas ce même rapport, nous. Et nous, on pense que la Russie a un rôle à jouer, et a un rôle à jouer dans la grande Russie telle qu'elle est actuellement, mais notre problème, c'est le régime de Poutine. Est-ce qu'on ne se trompe pas de la même façon qu'en 91, on pensait que les Ukrainiens, que les Baltes, etc., allaient peut-être rester dans... Non, ils n'avaient aucune, et c'est l'endroit, ils voulaient l'indépendance de la même manière demain, peut-être que les Sibériens, les Tchétchènes, les autres? Peut-être, mais aujourd'hui, le silence russe est assourdissant. Si vous voulez, j'ai des gens qui sont actuellement à Moscou qui me téléphonent, me donnent des informations. Ils me disent, mais à Moscou, la vie est cool. Je suis allé au Bolchoï hier, les gens sont adorables, sont gentils. Ils vous disent, entre vous, bouche à oreille, la guerre c'est affreux, les Ukrainiens sont nos cousins, pourquoi est-ce qu'on va les combattre? Mais surtout, ne le dites pas. Dans quelques instants, Mikhaïlo Podolyak, la voix du gouvernement ukrainien sur l'antenne.